Entrée en photographie. Réflexion sur l'art de Christelle Léris, écrit par Sam Bassu. Traduction française par Jérôme Felin. Lu par Benoît Lelièvre. Édité par Arzo Éditions avec 4 photographies de Christelle Léris. Chapitre 3. Soleil noir. Nous covoiturons pour rentrer de Limoges. Pas de neige depuis plusieurs jours, et ce qui en reste se replie et durcit, devenant sale et triste, se morfondant au bord des champs boueux que nous dépassons. Tout est calme dans la voiture. J'essaie d'engager la conversation sur le texte que j'écris pour elle et l'approche qu'il pourrait adopter. Pourrais-je envisager l'écriture comme elle envisage sa pratique artistique ? Où cela pourrait-il nous mener ? Je dépose Christelle chez elle et je finis le trajet. Une dernière demi-heure pour retourner à Traignac. Le soleil commence à décliner. À plus d'une reprise, Christelle a introduit le public à son travail, spécialement les jeunes, en insistant sur le mot photographie et les racines que le mot contient, signifiant lumière, écriture ou dessin, photographie. À poser sa marque, écrire, graver avec la lumière. En anglais, le mot engrave porte en lui celui qui désigne l'endroit où l'on enterre. Je ne parviens jamais à me souvenir des méandres de la route qui se succèdent entre ma maison et celle de Christelle. Je devrais les avoir en mémoire à présent, vu le nombre de fois où j'ai fait les allers et retours, mais la route semble changer à chaque trajet. Les saisons se déroulent et les arbres verdissent et fleurissent, puis, en hiver, le sol se tord, sans vie. Même les variations de la lumière le long du jour, à mesure que le soleil contourne les montagnes en projetant des ombres inhabituelles, changent l'apparence des choses. Les premières fois où j'ai pris ce chemin, je me suis toujours perdu, trouvant à chaque fois des itinéraires différents pour m'égarer. Mais si je regarde la carte, je constate qu'il y a si peu de routes qui se croisent sur les collines qu'il est surprenant que j'ai réussi à dévier si souvent. Qu'est-ce qui gît entre écriture et lumière ? Je pense à la lumière en termes de clarté, de révélation, de précision, et à l'écriture comme connectée à la pénombre. Ce que je vois quand je lis, comme Gérard de Nerval l'a énoncé, ce sont des choses éclairées, mais pas par le soleil, plutôt par la lumière qui ressemble à celle des rêves. Tandis que j'enchaîne les boucles sur mon trajet de retour, je comprends qu'en écrivant, je suis Christelle comme son ombre. Hélène Cixous a écrit « L'écriture suit la vie comme son ombre, l'étend, l'écoute, la grave. » Le travail de Christelle est fait de lumière gravée, mais la sienne est habitée par les ombres, la lumière tamisée des rêves et de l'imagination. C'est la lumière de la remémoration. Ces photographies existent dans un crépuscule propice à l'imagination qui est proche du monde de l'écriture. Quelle est cette clarté au sein de cet espace imaginé ? Qu'est-ce qu'elle opère ? En quoi consiste le travail de la lumière dans ces photographies ? Nous savons, quelle que soit la clarté avec laquelle nous voyons la scène représentée dans la photographie, que rien ne reste de cet instant. Les relations intriquées qu'implique la photographie comme phénomène sont dépassées. La lumière qui rayonnait s'en est allée. C'est vrai de toute photographie. Bien sûr, elle évoque l'instant où elle a été prise. Sans aucun doute, une photographie est son enregistrement. Mais lorsque je songe à la manière dont le travail de Christelle rencontre le temps, je ne veux pas simplement parler de la photographie en tant qu'élément factuel, mais plutôt des photographies inquiètes de la structure du temps que nous retenons en nous. Elles évoquent l'expérience du temps que nous transportons et nos attentes vis-à-vis du temps que nous imaginons enrober chaque instant du présent. Seul le présent existe, chaque chose existe à cet instant, mais nous construisons, cartographions et explorons passé et futur de chaque bribe d'instant comme un antérieur du futur. Les regards en arrière qui viendront, un moment devant nous imaginé lors duquel l'instant que nous vivons sera perdu. Cette mise en perspective est plus pressante et urgente dans le travail de Christelle que le simple instant de la prise de vue. Il s'agit d'une approche à double détente, regarder en arrière à partir d'une date future pour déplorer la perte à venir de ce à quoi nous sommes présents à l'instant de la photographie. C'est une proximité, une amitié, une loyauté envers la matière de l'univers qui un jour ne sera plus, que ce soit avant ou après nous.
Avant nous ou après nous, là est la clé. La perte des mots, de nos liens émotionnels, notre effondrement, sont toujours en relation avec les autres avant de devenir une question privée, celle de notre propre mort. Le travail de la lumière dans l'œuvre de Christelle est parallèle au travail de deuil, non d'une chose ou d'une personne en particulier, mais avant tout, il se structure en regardant en arrière sur le mode de la perte et en avant vers de nouveaux liens. Et il appréhende aussi les pertes à venir. Le travail de deuil est une appréhension commune et partagée. Les images ne sont pas éclairées par une lumière instantanée, mais antique, qui se retourne et affronte tout ce qui a été perdu, tout ce qui a souffert, et repart en avant vers tout ce qui sera perdu, malgré les nouvelles relations et les nouveaux liens à venir. Cette lumière est d'un noir abyssal, une lumière noire qui englobe tout, une lumière qui se refuse à graver la moindre représentation. Le soleil décline et le lourd paysage de granit s'évanouit dans le mur sombre qu'offrent à mon regard les phares de la voiture. Je prends conscience que beaucoup de photographies de Christelle que j'ai vues donnent l'impression d'avoir été prises de nuit, même si elles ont été prises à la lumière du jour. De mes souvenirs d'école, je sais que le voyage d'un photon du soleil vers la Terre prend 8 minutes, car il doit traverser l'immense vide sidéral qui nous sépare. Même si la vitesse de la lumière est la plus rapide possible, cela prend quand même 8 minutes. Je pourrais me faire un œuf dur avant qu'un photon ait le temps de quitter le soleil, s'écraser en pénétrant sur notre planète et bondir à l'intérieur d'un appareil photo. Mais avant que le photon ne quitte la surface du soleil, nous devons rendre compte d'une longue histoire très ancienne. Le chemin d'un photon du cœur à l'enveloppe externe du soleil peut prendre jusqu'à 40 millions d'années. Puis il se propulse à travers l'espace jusqu'à notre planète. Un photon passe en 40 millions d'années à s'écraser sur des atomes d'hélium, à se faire engloutir puis s'échapper, à se propulser dans des directions au hasard, à rentrer éternellement en collision, à être absorbé et dégagé année après année avant de refaire surface graduellement. C'est étrange de penser aux rayons du soleil comme étant anciens, nous provenant de l'époque des dinosaures. Ce sont les vieux rayons, les antiques rayons, ceux qui nous ont accompagnés depuis très très longtemps, une lumière hors d'âge. Mais pour le photon, voyageant comme il le fait à la vitesse de la lumière, ce temps expansé n'a représenté qu'un court moment. Et ceux des photons qui ne se dissiperont pas lorsqu'ils entreront en collision avec notre planète se précipiteront probablement à travers l'univers jusqu'à sa fin. Bien sûr, le mot « photon » n'est qu'un mot que nous utilisons pour essayer de décrire un phénomène. Quelquefois, il est utile pour aider à visualiser quelque chose de le nommer. Et quelquefois, il vous suffit simplement d'accepter la rigueur mathématique. Mais l'imagination perdure dans les recoins de ma réflexion, là où elle n'a pas été invitée. On devient rapidement désorienté lorsqu'on abandonne les échelles humaines de temps et de mesure spatiale. Je me représente le passage du photon, qui commence comme un rayon gamma qui bondit à travers le labyrinthe qu'est le noyau solaire pendant des milliers et des millions d'années, pour être enfin absorbé et émis. Qu'est-ce que cela signifie ? Un photon qui a besoin d'1 million d'années pour quitter le Soleil. À supposer que ce soit le même photon. Alors que je rumine ces pensées sur mon trajet de retour dans le noir, j'essaye de me représenter le cœur du Soleil, et à ma grande surprise, je ne visualise rien qui brûle avec une intense luminosité. Ce ne sont pas les ténèbres qui résultent de l'absence de lumière, c'est un endroit sombre, éclairé comme l'est l'espace des rêves. Après chaque cycle d'absorption et d'émission des rayons gamma qui deviennent des rayons X, en perdant lentement de leur énergie, jusqu'à ce qu'ils pénètrent le spectre visible à peu de distance de la surface du Soleil, je réalise que le Soleil est un endroit de pénombre, caché derrière un fin voile de lumière. Je ralentis en traversant le village de Chamberet et tourne vers Trégnac. Ce ne sont que des rêves éveillés. Le temps humain n'est-il pas aussi étrange et merveilleux que l'espace-temps, rempli de boucles et d'intermittences, de passages souterrains et de retours miraculeux? Christelle m'a montré la première photographie qu'elle a prise à l'âge de 6 ans. Une photographie de sa mère, avec son frère et sa sœur. La lumière se projette à travers une fenêtre, dessinant une grille à 6 panneaux de verre sur le groupe de personnes. Lorsque nous nous sommes rencontrés,
Christelle a éprouvé le besoin de faire mon éducation sur l'histoire de la photographie à ses débuts. L'une des œuvres qu'elle me montra fut une photographie par William Henry Fox Talbot d'une fenêtre. Une autre, par Joseph Nicéphore Niepce, une fenêtre encore. Sans surprise, la fenêtre devint le motif des débuts de la photographie, pour ce qu'elle offrait la plus intense source de lumière. Dans la photographie de Christelle, la disposition est inversée. Le regard ne se dirige pas dehors vers le soleil, mais du soleil vers sa mère, sa sœur et son frère. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette photographie appariée avec ses toutes premières photos de fenêtres. Peut-être la lumière qui a traversé la vitre et pénétré l'appareil de Talbot a-t-elle pour frère un photon qui s'effrayait un passage à travers le noyau du soleil. Peut-être est-il arrivé, 80 ans plus tard, à la fenêtre de la famille Léris. Maintenant, mon regard scrute la photographie à la lumière de ma propre fenêtre. Il existe une série d'échos entre la fenêtre au gras et la fenêtre d'enfance de Christelle. Je ne peux m'empêcher de penser à un couloir de lumière reliant tous ces moments, une immense alvéole de couloirs creusant leur tunnel à travers le temps, opérant ensemble la jonction entre les fragments spirituels des choses. Tous ces instants se sont sédimentés pour se transformer en un seul moment, le présent. Tous ces moments sont accessibles et leur commune déperdition potentiellement métamorphosée. Le travail de la lumière dans la photographie de Christelle transfigure notre relation usuelle aux choses qui servent d'indice ou d'index à la photographie. L'existence ordinaire des objets photographiés ne peut être supposée au-delà du phénomène de la prise de vue. Le flou, le grain, le tremblement et la courte focalisation de la photographie donnent un coup d'arrêt à la reconstruction d'une ontologie commune supérieure. Qu'une chose soit présumée présente ne signifie pas qu'elle existe. Si nous reconstruisons une scène réelle au-delà de l'image, il s'agira d'une scène où le photographe, la technologie et la chimie seront entremêlés, avec les histoires cosmiques inhérentes à son apparition et sa constitution. Si nous envisageons ces photographies phénomènes, que révèlent-elles du monde dont elles sont la preuve ? Cette section aurait dû être filmée ou au moins posséder une bande sonore. Quelque chose qui viendrait d'un film d'Hitchcock, la musique de Bernard Herrmann pour les nerfs à vif peut-être. Non, plutôt la scène d'ouverture de Shining, quand la famille approche de l'hôtel le long d'une route montagneuse sans fin et que la caméra suit la voiture en plongée comme une menace, sur fond de musique électronique inquiétante et crépusculaire. Je ne pense pas que ce soit un hasard si de nombreuses photographies de Christelle évoquent frontières, horizons, limites. Nous sommes toujours sur le fil de quelque chose, souvent confrontés à des formes indéfinies, dont les bords et surfaces ne révèlent aucun monde solide. Mais où réside l'indéfinition ? Là-bas au loin dans l'image, est-ce un nuage ou le brouillard ? Dû au tremblement de l'appareil ou au processus d'exposition ? Il s'avère difficile de parcourir le relief dépeint, car ce n'est pas le relief qui est représenté, mais son parcours, son itinérance. Comme d'être perdu sur des routes familières. Aucune scène dans l'œuvre de Christelle ne peut être suffisamment transcendée de manière à la loger entièrement dans une image régie par les lois de la perspective ou de la gravité. Même si nous voyons très bien quel est l'objet qui a été placé en face de la lentille, afin de prendre part à la photographie phénomène, ce qui semble être un manque d'informations détaillées dans la photo est en vérité une précision. La véracité et la réalité de la photographie proviennent de la mise à l'écart des détails de l'image. Les détails nous empêchent de voir. L'hypothèse selon laquelle notre monde est simple et solide et l'obsession de focaliser obscurcissent le travail accompli pour faire perdurer cette hypothèse. L'univers dévoilé par ces photographies naît à l'existence avec la prise de vue. Pas simplement parce que la photographie intervient et peu à peu s'enchevêtre à l'organisation spatiale qu'elle décrit, tout comme un scientifique qui désire mesurer le mouvement des particules interfère avec elles en les mesurant, mais aussi parce qu'il y a plus en jeu que la simple observation. L'univers photographique de Christelle Léris compromet la position du spectateur implicite dans notre exercice de la photographie. Il est fait d'acteur et non d'observateur.
pas parce qu'elle a totalement abandonné le spectateur. La position qu'elle lui confère est une extrapolation de la position de l'acteur. Sans dénier à l'expérience un caractère objectif, Christelle le met en doute. L'instant d'une vue objective est emporté loin de sa place traditionnelle dans le passé, au moment où l'image est prise, et poussé en avant jusqu'à une évaluation future. Celle-ci jettera sur nous un regard rétrospectif dans ce que nous avons d'inachevé. Grâce à elle, nous pourrons nous-mêmes nous observer, en sachant que ce sol sur lequel nous avons bâti aurait pu être différent. Ce paysage ne verse pas dans la désolation, il lui résiste. Il ne veut pas remédier à la perte, quelle qu'elle puisse être. Il demeure avec la souffrance, il la répète, non en raison d'une incapacité à échapper à l'attraction gravitationnelle de sa perte imminente. Il ne s'agit pas de mélancolie, mais de quelque chose comme une résistance à la fin du deuil et à la trahison qu'elle représenterait. Le paysage dans le travail de Christelle Léris résiste, et c'est une contribution politique. Radio Coop.